Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Bonjour la cryptosphère. Allez, on débute avec le Fear and Greed Index côté crypto qui se trouve toujours dans la zone de grid à 72. On a juste perdu un petit point par rapport à hier. Côté des marchés traditionnels, on est à 48 dans la zone neutre. Avant de vous laisser au zap, je voulais vous conseiller aujourd'hui 2 vidéos, donc vous retrouverez les extraits dans le zap évidemment. La première, celle de Zone Bitcoin. Perso, j'ai adoré sa vidéo et ça fait jamais de mal d'avoir quelques petites piqûres de rappel. Et pour la seconde, celle de Tokens Invaders. Désolée si j'écorche un peu le nom. Et c'est plus qu'un conseil, je vous la recommande. Et surtout, n'hésitez pas à la partager. Allez, je vais pas vous spoiler davantage. Vous pouvez enfin vous installer confortablement. Votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo ainsi qu'un excellent week-end. Et nous, on se retrouve lundi. C'était Zap Crypto. Et troisième problème, qui ne concerne pas tous les créateurs de contenu, attention, mais qui en concerne quand même une partie, c'est qu'il y a des menteurs. Ou alors des personnes qui ne vont pas tout vous dire. C'est-à-dire qu'ils vont vous exposer des pots multiples, des belles performances qu'ils ont eues, mais ils vont pas vous dire que sur les 10 fois précédentes, ils ont eu des échecs, soit qu'ils ont perdu de l'argent, soit ils n'ont pas gagné énormément. Pourquoi ? Parce que y a quand même cette notion d'image de marque. Ces créateurs, leur objectif, c'est d'avoir plus de visibilité, plus de personnes qui vont les suivre pour, pourquoi pas, faire des partenariats, vivre de la création de contenu. Et il y en a même certains qui, derrière, peuvent vous proposer des produits payants. C'est-à-dire, regardez, moi, j'investis dans tel même coin qui a fait x10 en quelques heures. Si vous aviez suivi mes conseils, vous auriez eu les mêmes performances. Ça tombe bien, je viens de créer un groupe Telegram ou un groupe privé qui coûte je sais pas combien par mois ou qui peut-être est gratuit, mais j'ai une formation payante pour vous derrière. Vous avez compris le principe, donc faites attention à ça. Il y a certains créateurs qui vous montrent que ce qu'ils veulent vous montrer, et parfois on en a même tout simplement qui vont mentir. Quatrième grosse erreur à éviter. Puisque vous avez déjà dû l'entendre souvent, mais on nous dit toujours en investissant de ne pas placer tous nos œufs dans le même panier et de diversifier notre investissement. Placer toutes ses économies sur une crypto avec une tête de chien, ça peut marcher, mais c'est très rarement une bonne idée. Donc on nous dit toujours de placer l'essentiel de notre investissement sur des crypto-monnaies plus sûres, entre guillemets, comme le Bitcoin et l'Ethereum, et de diversifier le reste sur des cryptos qui nous plaisent. Mais moi, l'erreur que je vais aborder ici, c'est pas de ne pas diversifier, mais c'est au contraire de surdiversifier. Parce qu'avoir un portefeuille d'investissement sur 150 cryptos, c'est selon moi totalement inefficace. Puisqu'avant toute chose, avant d'investir, il faut se renseigner sur le projet sur lequel on va mettre des billes, et au-delà de ça, il faut réussir quand même à garder un œil dessus pour suivre son évolution et voir si le projet continue sur de bons rails. Alors que si vous investissez sur des centaines de cryptos, ne me faites pas croire que vous allez vous renseigner et suivre l'évolution de ces centaines de projets. Avec une telle stratégie, si ça se trouve, au bout de plusieurs mois, vous allez vous retrouver même avec pas mal de projets qui sont morts, qui n'avancent plus sans que vous vous en rendiez compte, et que votre argent va donc mourir avec ces projets. Donc selon moi, il vaut mieux ne pas essayer d'être sur absolument tous les tableaux, mais peut-être choisir 4, 5, voire 6 projets qui nous tiennent à cœur, que l'on trouve intéressants et qu'on va pouvoir suivre au fil du temps. D'ailleurs, je suis curieux de savoir, dites-moi en commentaire actuellement sur combien de projets vous êtes éparpillés. Ensuite, je vous ai parlé tout simplement hier de Toncoin et en particulier de Notcoin aussi, qui m'a beaucoup plu, sur lequel j'ai mis un petit billet. Ça pour moi c'est... Après, c'était quasiment sûr que ça allait se faire, mais malheureusement, le wallet sur Telegram va imposer au fil du temps des nouvelles règles de KYC. C'est assez évident parce que maintenant, vu qu'il y a Toncoin, maintenant il y a Notcoin aussi qui deviennent des systèmes de paiement sur Telegram. C'est comme si Telegram, ça devenait un peu comme un DEX un peu. Donc voilà, pas DEX, pardon, un échange centralisé. Et donc, ils vont avoir l'obligation, comme les autres exchanges centralisés, de demander le KYC malheureusement. Et vous savez que même ça arrive j'ai vu dans les DEX, potentiellement Uniswap, à un moment donné, ils vont l'imposer. Donc, c'était quasiment certain que, voilà, c'était l'étape, malheureusement, le KYC. Et c'est en train d'arriver sur Telegram. Ça ne remet pas du tout en cause le développement incroyable de ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs sur ce projet. T'as peut-être dû le voir les 6 derniers mois, la TVL sur les roll-up a vachement grossi. Elle est passée de 10 à 40 milliards. T'as Base, Blast qui ont vachement explosé, Arbitrum, Optimism, zkSync, Linea. Enfin voilà, il y a beaucoup d'engouement pour les roll-up, aussi appelés Layer 2 sur Ethereum. Et selon Vitalik, les ZK Rollup, qui sont un type précis de rollup, sont le endgame.
Voilà, là tu peux voir son tweet d'il y a quelques semaines. Et zkSync, c'est un des projets les plus aboutis en termes de zk Rollup. Là, du coup, normalement, on est dans un endroit où on va pouvoir payer en crypto. Deuxième tentative, et j'espère que ça va pas se solder. Croisez les doigts pour nous. Exactement. Toujours, un échec ne veut pas dire que c'est la fin. On continue. Exact. Normalement, Perfecto Pizzeria, c'est ouvert. On a eu peur que ce soit fermé. Donc, à voir. On va voir tout ça tout de suite. Deuxième tentative. Can you pay with Bitcoin Bitcoin, yes, sir. and Ethereum? Sorry? Ethereum? Je crois qu'il a cru que tu avais dit carte. Dirham? Bitcoin. You know Non, non, No Bitcoin? non. Ah. Ce fut un échec. Deuxième échec pour nous. Non mais c'est fou parce qu'en fait, je pense qu'en fait, ils ont mis qu'ils payaient en crypto, ça devait être pendant l'ancien bull run, quand tout le monde a commencé à venir à Dubaï. 2021, je pense que c'est comme ça qu'ils ont accepté. Ils ont FOMO et maintenant, y a plus rien. Faut qu'il se réveille là, parce que le bull run est en train de recommencer là. Ça sera du coup à la fin du bull run, ça sera le... Ça sera au pic. Ouais, ça sera au pic, ça Donc, sera... dès que les paiements en crypto seront acceptés, ça voudra dire que Qu'il faut vendre. Qu'il faut vendre. Qu'il faut vendre, exactement. Quand ta boulangère accepte les cryptos et te demande de te payer en crypto. Passons maintenant aux 3 façons en fait les plus communes d'avoir du Bitcoin et on va commencer simplement avec la première qui est de stocker ses Bitcoins sur le long terme. Alors cette façon d'avoir du Bitcoin, c'est peut-être certainement la plus connue, celle que vous connaissez aussi, celle que peut-être vous faites aussi. C'est-à-dire que là, on se projette sur le long terme, très long terme voire pour certains, et c'est souvent le Bitcoin qu'on pense même à donner en héritage. Et là, c'est la technique du hodling simple, avec la petite erreur, hodler, hodl. Et là, ça consiste tout simplement à avoir du Bitcoin, à même en épargner le plus possible, et puis à le garder sur le long terme en imaginant, enfin en pensant, normalement on pense tout ça, que ça va prendre de la valeur au cours du temps. On est normalement, un Bitcoiner est persuadé de ça, même convaincu. Différence entre conviction et persuasion, dans le sens où il a des arguments rationnels qui le poussent à penser qu'en fait le Bitcoin va prendre de la valeur au cours du temps. Donc moi, bien évidemment, j'ai une grosse partie de mon capital en Bitcoin que je ne touche pas et que, pour vous parler honnêtement, que je pense en fait que j'échangerai ou que je ferai du cash out en fait quand le prix sera très intéressant. Là, je vous parle même pas d'un prix du Bitcoin à 100K ou quoi, parce que vraiment, moi, pour moi, c'est je le pense sur 10, 20 ans. Et en gros, pour moi, ce serait la façon ultime de prendre ma pseudo-retraite en fait en m'achetant une maison de dingue dans une île et voilà, partir. En tous les cas, c'est un peu comme ça que je me vois. Il y a d'autres personnes, enfin selon vos rêves en fait, ça va changer. Mais oui, on rêve tous en fait de se tirer avec nos bitcoins et d'avoir fait l'investissement du siècle, ce qui est peut-être très sincèrement le cas. Avec le service vigilance, comme le support technique du service vigilance, vous voyez, parce qu'il y a une mise à jour en interne qui a été demandée. Donc je pense qu'ils vous en ont, qui vous l'ont demandé, hein, si vous souhaitez faire cette mise à jour ou pas, hein, oui, avant de me relayer cet appel, voilà. Donc en fait, si vous voulez, vous avez des personnes qui ont des tokens à sécuriser, d'autres pas. Donc c'est vous qui restez le décisionnaire et qui savez s'il est utile d'activer à ce moment-là votre backup de sauvegarde. What? Mais c'est n'importe quoi en fait. Ils vous disent qu'il y a une mise à jour en interne chez Ledger et c'est eux qui sont censés pouvoir la faire sur votre appareil alors que c'est vous qui l'avez votre appareil. Juste ça, c'est incohérent en fait déjà de base. Et après ils vous disent si vous voulez sécuriser vos fonds. Mais c'est le principe de la Ledger, c'est justement je prends mes fonds pour les sécuriser. Et après ils disent on va faire une backup, mais ça marche pas comme ça. C'est vos 12 mots de sécurité qui sont votre backup. C'est n'importe quoi. Pouvoir sécuriser vos tokens le temps qu'une mise à jour s'impose. C'est tout simplement le même protocole pour tous les hébergeurs. Donc c'est un backup de sauvegarde qui vous a été notifié lors de votre première connexion à votre clé Ledger et on vous a demandé de le... Un backup de sauvegarde. C'est très drôle. Backup, ça veut dire sauvegarde en français en fait. C'est juste anglais-français. Un backup de sauvegarde. Conservé qui est composé de 12 mots. C'est un backup Trust Wallet. Un backup Trust Wallet. Et c'est là où je crois où j'ai pris un fou rire la première fois que j'ai écouté cet audio. Un backup Trust Wallet. Est-ce que vous vous rendez compte en fait? Trust Wallet est un produit qui est délivré par Binance. C'est un wallet à la MetaMask si on veut dire ça comme ça. Et ils vous disent qu'en fait il y a un lien entre Ledger et Trust Wallet
et que votre sauvegarde de votre ledger, c'est censé être votre Trust Wallet. Mais jusqu'où ils vont, en fait? C'est hallucinant à quel point ils comprennent rien à ce qu'ils racontent. Et c'est pour ça que c'est très drôle, en fait. Oh, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, malheureusement, bad news. C'est 4500 de Bitcoin, donc à peu près 300 millions de dollars, qui ont été volés sur un échange japonais qui s'appelle DMM Bitcoin. Tu savais qu'il y avait un échange japonais qui s'appelait DMM Bitcoin, hein? On dirait une pub. Si tu enlèves Bitcoin, on dirait une pub pour un site de rencontre ou je sais pas quoi. Ils ont mis une jolie madame japonaise. Bonjour, on va s'effouffer. Bon. Et donc, on nous dit que tous les achats étaient en temporairement restreints. On sait pas ce vol. Est-ce que c'est quelqu'un de l'intérieur ou quelqu'un qui a trouvé une clé USB par terre? Oh, j'ai trouvé une clé USB. Tiens, je vais la mettre sur mon ordinateur de travail, voir ce que ça fait. Bon, on sait pas du tout ce qui s'est passé, et puis je vous tiendrai au courant par rapport à ces news. Depuis la prise de position sur les cryptos de Trump, forcément ça s'accélère un petit peu, on a un retournement au niveau de l'équipe Biden, on va revenir dans quelques instants dessus, mais surtout ce qui est intéressant de voir, c'est, et se poser la question, c'est est-ce que c'est réellement la prise de position de Biden ou est-ce que c'est d'autres choses? Pour moi, c'est deux autres choses. C'est le vote du SAB 121, j'en ai déjà parlé. C'est le vote qui a été vraiment crucial dans lequel l'administration Biden a dit que si jamais ça passait, il ferait veto. Et ce SAB 121, c'est le fait de pouvoir laisser les entreprises déclarer sur leur bilan de façon conforme si oui ou non ils possèdent des assets digitaux. Et là, c'est passé très fortement, et il y a eu une coalition qui a été aussi démocrate. Donc à un moment donné, ça veut dire qu'il y a une véritable volonté à se diriger vers les cryptos, il y a une véritable volonté à aller plus loin, donc forcément, on a la meilleure photo du monde qui a été sélectionnée par Journal Bitcoin pour illustrer ça. C'est Joe Biden qui, justement, change de positionnement. Alors, est-ce que c'est lui? Non, absolument pas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas lui, c'est surtout l'équipe de réélection de Joe Biden, qui après 4 ans de guerre, parce que c'est exactement ça, hein, je veux dire depuis 2021, on souffre avec Gary Gensler et la SEC, avec une accélération, vraiment, cette notion de choke point. Je vous ai fait une vidéo dessus parce que c'est quelque chose qui est très très important dans lequel on va bloquer l'accès au financement et aux banques. On va rendre indésirable un aspect de l'économie. Et cet aspect de l'économie, ça a été les cryptos. Et on voit que c'est en train de switcher, dans le sens où on a un rapprochement de Joe Biden avec les sociétés crypto, avec la communauté crypto, parce qu'on se rend compte que certainement ça va faire pencher la balance. Par contre, la vraie question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que réellement c'est un changement drastique au niveau de l'administration Biden? J'ai envie de vous dire absolument pas. C'est le même principe que sur Trump, on sait très bien que c'est une forme d'opportunisme pur et dur, dans lequel il se saisit d'une opportunité pour récupérer une forme d'électorat. Et là, c'est une action de Biden pour contrer, justement, Trump. Encore une fois, c'est la notion d'élection. Ça ne veut pas dire du tout que ça va persister après, et que ce soit d'un côté, que ce soit de l'autre. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul par rapport à ça. Comme vous le savez, le concept de la crypto-monnaie et du Bitcoin en particulier, c'est classique, à mon sens, ne peut être étudié qu'en faisant valoir les aspects pratiques, politiques et philosophiques. Bon, l'aspect pratique, c'est son utilité derrière laquelle se cache l'ingéniosité du protocole. L'aspect politique évoque, lui, je fais simple, l'idée de la monnaie saine et des politiques économiques pour l'obtenir. Enfin, l'aspect philosophique, ce dont on va parler, nous fait quant à lui réfléchir à la notion de liberté, la liberté de penser, de s'exprimer, évidemment, en ce qui nous concerne, la liberté d'échanger. Bon, la difficulté, c'est que ces trois aspects se combinent, ils se supportent, ils se soutiennent, et comme l'un ne peut véritablement être compris sans les autres, eh bien, je voudrais, vous parler aujourd'hui de cette notion de liberté propre à la philosophie de Spinoza, baroque de Spinoza, dont, vous le verrez, j'espère, le Bitcoin s'inspire, de manière à essayer de mieux comprendre finalement son utilité et son aspect, son envergure politique. Alors, quel est le rapport entre Spinoza et le Bitcoin? Peut-être le sujet vous a étonné. Eh bien, le fait est que, en offrant une nouvelle vision du monde et de la nature humaine, Baruch de Spinoza, le père de la philosophie des Lumières du XVIIe siècle, a établi une véritable révolution copernicienne des idées, une philosophie qui, en fait, au-delà de sa dimension spéculative, répond aux préoccupations pratiques de la vie de tous les jours et qui correspond à notre époque, aux besoins, aux préoccupations de notre époque, et dont le Bitcoin est naturellement un symbole pour envisager un monde nouveau. Hier, on a eu le PIB américain et on a eu les chiffres du chômage, le PIB qui recule un petit peu
Donc on attendait 1.3, on a eu 1.3. Donc au final, on s'est aligné sur ce qu'attendait le marché, mais le PIB américain qui justement est en train de freiner un petit peu ici. Alors c'est pas dramatique, on est toujours dans une économie en croissance, mais il faudra surveiller au cours des prochains trimestres à ce qu'on rentre pas dans une récession, c'est-à-dire pendant plusieurs trimestres consécutifs, un PIB qui ralentit, voire qui régresse, c'est-à-dire que l'économie ne progresse plus, mais elle régresse. Donc ça, c'est la définition d'une récession, un ralentissement de l'économie, donc de la progression de l'économie. Et carrément, si on enchaîne des trimestres dans le négatif, là, on pourrait signaliser et officialiser qu'on est vraiment dans une récession. Et donc, la Fed devra baisser les taux éventuellement pour pallier à ça. Mais ça sera pricé par le marché à un moment donné. Et je vous laisse regarder ce qui se passe à chaque fois qu'on a une récession ou que la Fed est obligée de baisser les taux car une récession se profile. Ici, c'était on avait des taux très élevés, on a dû baisser les taux, les marchés se sont effondrés. En 2001, c'était pareil, on avait des taux très élevés. Ici, la Fed a dû baisser les taux en urgence et donc le marché l'a pricé ici. Et donc là, actuellement, on a une courbe des taux qui est totalement inversée. Donc ça, c'est vraiment pas sain du tout. Et on a des taux court terme qui sont très élevés ici. Et donc, si jamais une récession arrive, la Fed devra baisser les taux, mais ça pourrait être pricé par le marché. Et peut-être que ça nous formera quelque chose de pas très beau sur les marchés. Encore une fois, on n'en est pas là, mais ça peut arriver dans 3 trimestres, 5 trimestres, voilà, ça pourrait être 2025, 2026. En tout cas, une courbe des taux inversée, généralement, est annonciateur de récession. Maintenant, ça peut mettre du temps, tout comme on pourrait ne pas en avoir si jamais la Fed fait les choses bien. Maintenant, le problème actuellement, c'est que on a l'inflation qui est en train de réaugmenter et donc la Fed est un peu bloquée parce que si elle baisse les taux et que l'inflation continue de remonter, ça peut recréer plus d'inflation pour essayer de redynamiser l'économie. Mais la Fed a promis qu'elle abandonnerait pas sa target des 2%. Pour l'instant, on n'y est pas. On est à un CPI de 3.4. Ils veulent un CPI de 2%. Et là, on voit que l'inflation est en train de réaugmenter. Donc, c'est compliqué pour la Fed. Donc, ils n'ont pas le choix pour l'instant que de laisser les taux assez élevés. Mais ce qui peut justement causer un ralentissement économique parce que là, on commence à arriver un petit peu dans une période un peu compliquée. Bon, la Fed a relancé un peu en soum-soum, si je puis dire, un QE, c'est-à-dire qu'ils vont racheter des obligations, ils vont racheter des bonds, ils vont racheter des actifs financiers, donc on est en train de relancer une petite période de QE bientôt, mais à voir si justement ça impactera trop l'inflation. Ici, ça permettra aussi de soutenir assez l'économie pour pas qu'on rentre dans une inflation. Donc attention, ça peut être assez tendu ces prochains mois, en fonction de ce qui se passe simplement d'un point de vue macro, donc ça sera vraiment à surveiller. Je passe tout de suite au sujet suivant, qui est comment l'État va finir de laminer notre modèle social. Alors, je vous ai parlé jusqu'à présent des arbitrages qui sont déjà pratiquement arrêtés, la désindexation des retraites, le raccourcissement des indemnités chômage, mais la Cour des comptes conseille d'autres moyens qui seraient par exemple de taxer ce qui ne l'est pas actuellement, les chèques cadeaux, les tickets de restaurant, votre carte de transport, mais également la participation dans l'entreprise qui est actuellement défiscalisée et, ce qui est plus inquiétant encore, les heures supplémentaires qui étaient justement défiscalisées pour permettre d'encourager les salariés à davantage travailler sans que ça coûte trop cher à l'entreprise. Eh bien là aussi ça pourrait être remis en cause. Et le plus ubuesque, et là c'était une de mes méchantes blagues, je pensais véritablement qu'elle était du niveau Gorafi, et si on raccourcissait la durée d'indemnisation des longues maladies, eh bien figurez-vous que le Conseil ose, oui, les collègues de M. Moscovici proposent de raccourcir de 3 à 2 ans la prise en charge des longues maladies qui, bien entendu, vont se réduire pour s'ajuster aux décisions budgétaires du gouvernement. Alors, je vous quitte malheureusement là-dessus, mais je pense que c'est tellement emblématique du logiciel de nos gouvernants que je ne pouvais pas essayer de leur sauver la mise à une semaine des élections européennes. Comme tentative de sabordage, je pense que la Cour des comptes ne pouvait pas sortir un panel de suggestions plus épouvantable pour la majorité.
Il y a aussi un truc qu'il faut aborder comme sujet, alors peut-être que ça intéresse pas forcément le monde de la finance, visiblement ça ne l'intéresse pas, mais je voulais quand même le mentionner parce qu'il y a quand même 2-3 déclarations qui circulent au niveau géopolitique. N'oubliez pas quand même que la géopolitique reste un axe principal et important de l'économie quand même. On a quand même Monsieur Macron qui a plus ou moins encourager Monsieur Zelensky à tirer des missiles qui ont été donnés par les Occidentaux directement en Russie pour taper des cibles en Russie. Donc là, on n'est pas encore en train de parler d'une invasion d'une partie de l'armée ukrainienne en Russie, mais ça veut dire que directement, on va aller taper la Russie avec des missiles ukrainiens, mais qui ont été fournis par la France, par l'Allemagne, par les Européens et par les Américains. Donc ça, c'est pas considéré pour l'instant comme une agression. Visiblement, ça ne choque personne. Ça ne surprend, ça ne fait. Je dis pas que je suis choqué. Je dis juste que quand même, c'est une agression vis-à-vis de la Russie et c'est encouragé par le président français qui aussi, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Si vous lisez la presse à droite à gauche, il semblerait que la France se prépare à envoyer des soldats en Ukraine à but de formation, bien sûr, pour donner un coup de main aux Ukrainiens pour être meilleurs, plus forts, plus rapides, un peu comme Steve Austin à l'époque, bionique, et puis pour essayer de contrer la Russie. Là aussi, pour l'instant, c'est pas considéré comme une agression, tout va bien. Et puis de l'autre côté, vous avez le prompteur qui sert de président aux États-Unis, là, Joe Biden, qui a déclaré que lui, il autorisait, attention, il autorise Volodymyr Zelensky à tirer également des missiles directement sur la Russie. Vous avez le président américain qui autorise un président dans un autre pays à tirer sur la Russie. Voilà, le gendarme du monde a encore frappé. Mais en tous les cas, les États-Unis et la France autorisent l'Ukraine à agresser directement la Russie. C'est pas choquant encore une fois, mais ça pourrait quand même poser des problèmes à terme, parce que c'est une question d'interprétation aussi. Comme les chiffres économiques, c'est juste une question d'interprétation, comment les Russes vont voir la chose. Donc ça, il faut quand même le garder dans un coin de la tête. Je vous avais montré que sur le dollar index, il y avait ici un double bottom. Premier bottom, deuxième bottom qui est une figure chartiste de retournement haussier et je vous avais expliqué que si le dollar se met à pump, le Bitcoin va cracher. Le dollar s'est mis à pump, le Bitcoin a chuté un petit peu, on est passé de 69 000 voire même 70 000 à 66 000, 67 000, donc ça a bien chuté. Et là on voit que le dollar, il s'est fait rejeter par notre résistance, curieusement ici, tac. Les 105,114, c'est une zone de résistance. On voit qu'on est venu chercher cette résistance. On a donc, pour le moment, pas validé le double bottom, et tant mieux. Du coup, on a assisté hier à une belle journée de retracement sur le dollar. C'est pour ça d'ailleurs que le Bitcoin a pump. Vous le voyez, hier, le dollar a chuté. Le Bitcoin est remonté hier à 69 000 et des poussières. Donc c'est complètement corrélé. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que là, du côté du dollar, attention, on est toujours sur une belle petite tendance haussière. Là, on le voit ici, entre le 16 mai et aujourd'hui, on voit qu'on fait des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Donc attention, la tendance sur le dollar, si on prend juste cette petite phase, elle est haussière. Mais si on prend d'un point de vue un peu plus macro, et bien regardez ça, en fait, on a formé ici un bear flag. On a eu ici donc mince, pardon, non, je vous dis des bêtises. Je vous dis des bêtises. Voilà, hop, c'est ça qu'il faut regarder. Voilà, on a eu un mouvement baissier, puis un début de remontée sous forme de canal. En général, ce type de pattern a plus tendance à breaker par le bas. Donc en tout cas, c'est ce qu'on espère du côté du dollar parce qu'on ne veut surtout pas voir le dollar pump. Ça, vous le savez, malheureusement, si le dollar se met à pump, on risque d'avoir des impacts sur le Bitcoin. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que le dollar casse sa zone de support des 104,63. Et là, dans ce cas-là, effectivement, il pourrait chuter, valider le bear flag et aller chercher des points plus bas. Ce serait le scénario parfait pour le dollar et ce serait le scénario parfait pour le Bitcoin. Actuellement, la balle est dans le camp des bulls qui est en train de faire toc-toc à la porte des bears ici. Une fois qu'on accepte à 76, 78 et plus, je suppose que plein de gens seront tentés de short, mais si vous voyez que beaucoup de gens sont tentés de short à l'approche des résistances ou sur un breakout, ça veut dire que la continuation haussière est bel et bien dans les tuyaux. Si jamais on va vers le bas, et je dirais que c'est important ici cette clôture monthly, qui a défendu de manière un petit peu invisible la barrière psychologique des 60 000, accumulé beaucoup de bears avant de squeeze. Donc si on perd ici, donc tous les longs qui ont sauvé globalement le marché sur ce épaule-tête-épaule géant que vous voyez ici, ils se retrouvent avec une position sous l'eau et on peut s'attendre à ce que si ce support échoue, il devienne une résistance. Donc on n'est pas obligé, je pense, d'attendre le bas du range pour se dire que le Bitcoin est en mauvaise posture. En dessous de 60 000, à mon avis, il vaut mieux quitter le navire. Maintenant, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et on a vu que sur les highs, encore hier, il y a eu encore un petit short squeeze qui paraissait beaucoup plus grand quand on dézoomait.
Et du coup, ça bataille ici. On a quand même pas mal de liquidations qui attendent dans la partie haute. Ça fait longtemps qu'on doit aller les chercher. On va voir si on va le faire ou si on va pas le faire. Au niveau de la Bitcoin dominance, on dump et ça fait plaisir. Peut-être qu'on va, je vais enlever un petit peu tous mes petits dessins. Hop, tout ceci n'est plus d'actualité. Peut-être qu'on va valider ici, si on casse ce niveau-là, un double top, ici. Ce qui montrerait du coup, lors de la cassure de cette grosse résistance-là, une déviation ici, ce qui serait vraiment bien. Donc si on valide ce double top-là, je pense vraiment que ça va commencer à accélérer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, sur les alts assez rapidement. Si on réintègre ce range sur la Bitcoin dominance, donc que la dominance baisse, ça veut dire que les alts ne montent pas nécessairement, parce que la dominance Bitcoin peut tomber sur un dump de Bitcoin et les alts peuvent dump aussi, sauf que du coup elles tankeraient mieux que Bitcoin, ce qui fait que la dominance tombe. Mais vu la gueule du marché, qui est quand même très haussier, ça sent quand même très bon. Et si la dominance tombe, ça veut dire que les alts surperf BTC, qui a déjà largement surperf sur ce cycle, comme à chaque cycle. Au début, c'est Bitcoin qui perf, ensuite Ether, les alts, etc. Donc c'est peut-être l'heure de commencer, pour ceux qui ne sont toujours pas dans les alts, de s'exposer massivement. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas aux alts aussi, plus que par rapport aux autres années. C'est assez étonnant. Je pense que c'est à cause du biais de ce bull run repose sur les ETF, ce qui est faux, mais ils sont persuadés que ça, et les instituts achètent globalement des ETF Bitcoin, et il y aura bientôt Ether, et donc leur argent n'ira pas dans les alts. C'est faux. C'est faux. Ça peut être vrai, mais ça veut pas dire que les alts ne vont pas monter. Les alts, il y a peu de liquidité dessus. Ça va de toute façon amener des investisseurs sur le marché, que ce soit les investisseurs, les gros investisseurs ou pas. Il y a plein de gens qui entendent parler des ETF, il y a plein de gens qui vont aller dans le marché. Il y a peut-être même des professionnels qui vont acheter des bitcoins via de l'ETF parce que c'est plus sympa, et peut-être qu'ils vont acheter d'autres en spot comme c'est déjà arrivé. Ce n'est pas impossible, et en plus de ça, je vous rappelle que Ethereum a été accepté en ETF, et à partir du moment où Ethereum a été accepté en ETF, tout peut être accepté en ETF. On aura, à mon avis, peut-être pas sur ce cycle, peut-être plus tard, mais on aura, c'est sûr, un ETF Solana, on aura un ETF un peu tout, c'est pas impossible. Donc pour moi, il y a un vrai intérêt sur les alts, il y a une offre, donc pour moi, il faut totalement se placer. On regarde ici, vous le voyez, c'est cette grosse distribution ici et cette grosse perte de vitesse d'Ethereum face à Bitcoin. Est-ce qu'on arrive à passer ça et donc du coup à réintégrer ça, puisque la trend jaune ici à l'accumulation que je vous montrais, il faut comprendre que c'est une trend extrêmement vieille. Encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on est sur, si je me trompe pas, quelque chose qui prend sa source en 2017, oui. C'est ça. Donc la question ici étant, est-ce que c'est une petite déviation? Est-ce qu'on a perdu cette trend et que finalement, pour le moment, on rejette et on repousse, mais on est en train juste de prendre du jus pour pouvoir rebondir finalement dessus, d'une certaine manière, puisque on va dire que sur de la grosse time frame, on regarde quelque chose depuis 2017, cette trend n'est pas fondamentalement traversée et perdue. Vous voyez ici qu'on est encore une fois au retest, ou alors est-ce qu'on l'a perdue, on est en train de la retester, et est-ce qu'on va continuer à se casser la gueule du côté d'Ether contre BTC? C'est un petit peu la question. Est-ce que vous vous rappelez de ça? J'en ai parlé il y a environ 2 semaines. Ça, en fait, c'est une nouvelle collection qui s'appelle Super Punk World de l'artiste Nina Chanel. Et en fait, c'est une collection qui a fait beaucoup polémique parce que, en gros, c'est 500 NFT qui ont été donnés à des membres, en fait, de la commu très actifs chez les CryptoPunks. Et le truc, c'est qu'en fait, les CryptoPunks, à la base, c'est censé être la meilleure collection NFT, la plus safe, la plus emblématique, et surtout, en fait, celle qui n'a jamais promis quoi que ce soit à ses holders. Et donc là, en fait, en récompensant certains holders, du coup, ça a créé un gros feud. Donc ça, du coup, on en a parlé. Et donc ça y est, donc ces NFT de la nouvelle collection Super Punk World ont été donnés. Et finalement, quand même, c'est pas si nul que ça, parce qu'en effet, le floor price est quand même à 0,79 Ether. Donc en gros, quasiment 3000 balles pour ce NFT gratuit. Donc au final, les gens sont contents après coup. Enfin, les gens, ceux qu'on a eu surtout, parce que les autres, ils sont toujours pas contents et ils continuent à regretter en fait cette opération entre guillemets commerciale et qui visait à mettre en avant une artiste que les CryptoPunks aiment beaucoup. Depuis, je le rappelle, on a les fondateurs de Yuga Labs qui ont dit qu'ils ne toucheraient plus aux CryptoPunks, donc normalement, il n'y aura pas d'autres expériences de ce type-là. Tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.